Et certains ont le fameux adage: «Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu». C'est une connerie monumentale cet adage. Il y a des gens qui arrivent, ils me montrent leur portefeuille en privé, demandent ce que j'en pense et qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois c'est raide, hein, tu vois déjà des gros portefeuilles avec plein d'actions à -50, -60. Tu te dis: «Bon, ça va être très compliqué». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous allons parler action avec un trader déjà bien connu sur les réseaux dans ce domaine, à savoir Michael Landreau. Comme David Rodan, l'un de ses amis, Michael trade activement toute la journée les actions françaises de manière plutôt agressive. Il va nous expliquer comment il les repère, mais surtout il nous partagera son expertise tant sur le plan technique que comportemental, nous détaillant comment il a réussi à tirer profit de ce marché au cours de ces dernières années. Bonjour Michael et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'est moi qui te remercie, Oswald. Donc bonjour à tous. Très content d'être parmi vous. Alors est-ce que tu pourrais dans un premier temps nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Donc, ça me ramène quelques années en arrière, hein, c'est pas tout jeune, hein. J'ai commencé le trading en 2001, juste après les attentats du World Trade Center et puis j'étais un peu naïf, faut le dire, hein. Donc à l'époque, mon souhait, c'était, je me suis dit: «Dis donc, on peut gagner de l'argent facilement, je vais me lancer, je vais me lancer». C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Donc bah, j'ai commencé et puis j'ai perdu comme tout le monde. J'ai perdu comme tout le monde, j'ai perdu de 2001 jusqu'à 2007. Donc tous les ans la même somme. Je me rappelle bien parce que c'était la même à peu près. Je perdais 3 000 € tous les ans. Donc forcément c'était pas glorieux et puis, ben, c'est quand même devenu une passion, hein, parce que même si je me suis dit au début: je veux gagner de l'argent dans ce domaine, ça a l'air d'être facile». Bah, après j'ai accroché. J'ai accroché parce que si tu n'aimes pas ça, tu peux pas rester sur les marchés, tu peux pas en faire tout le temps, si la passion ne prend pas le relais. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2007 et en 2007, je me suis lancé à mon compte, je suis devenu indépendant, donc j'ai un peu moins suivi la bourse, je l'ai suivi de loin et j'ai repris ça en 2010 où là, je me suis dit: «Je vais essayer de faire que ça et vivre de mon trading». Sauf que depuis 2001, j'avais pas gagné un copec en bourse, hein, pas une seule fois. Donc c'était un peu risqué, personne n'y a cru autour de moi et puis, ben, si, ah si, ça tu vois, ça a plutôt bien fonctionné parce que je suis encore là aujourd'hui et aujourd'hui je vis de mon trading. Je vis de mon trading depuis pas mal d'années maintenant. Donc là, j'ai commencé par des toutes petites sommes, mais ça a monté régulièrement, régulièrement jusqu'à aujourd'hui où normalement chaque mois, j'arrive largement à faire plus d'un SMIC, hein. C'est assez variable quand même, mais si je regarde de maintenant, depuis quelques années, j'ai pas fait une seule année à moins de 60 000 € en termes de plus-value. Voilà et c'est très variable, hein, parce que comme en 2020 que tout le monde connaît, où ça a été la grande année malgré le covid, je parle donc en termes de trading et en termes de bourse. En 2020, j'ai fait 360 000 € de plus-value. D'accord, ok, ça peut compenser des années qui peuvent être un peu plus compliquées quoi. Oui, Ouais, tout ouais. à fait, comme en ce moment. Bah, il paraît, c'est ce que m'a dit David aussi. Oui, mais c'est une depuis 3 à 5 ans, les small caps sous-performent beaucoup et vu que c'est mon marché de prédilection, c'est un peu plus compliqué. Mais, bah, j'arrive encore à gagner, donc si j'arrive encore à gagner, c'est qu'il y a encore un marché et puis, bah, je vais pas changer là où j'arrive à en vivre depuis des années, Bien quoi, de sûr, toute façon. bien sûr. Et t'es tombé dessus sur le trading en 2001, t'es tombé dessus en lisant un bouquin, en voyant des films, c'est quoi qui t'a accroché? C'est une bonne question, en fait, en 2001, faut se remettre dans le contexte, c'était «l'explosion d'internet» entre guillemets, hein, il y avait eu la bulle d'internet juste avant. Du coup, les brokers, commençaient à se lancer sur internet et moi je suis tombé sur une pub. Je suis tombé sur une pub, donc je me rappelle bien parce que c'est Fortuneo qui existe toujours, hein, aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il s'appelait Fortuneo Direct Finance et j'ai vu une pub et puis je suis allé voir et je me suis dit: «Oh, bah, on peut gagner de l'argent facilement, du coup, je vais me lancer». Mais bon, bah, comme tu vois, ça a pris plus de temps que prévu quand même. Ah, comme la majorité d'entre nous, hein.
C'est sûr que on n'y arrive pas à être trader en 3 mois, ça c'est une On certitude, hein. apprend avec ses pertes, Oswald, malheureusement. C'est ça. C'est systématique. À part en 2020 où c'était vraiment une année à part, que des gens donc qui sont retrouvés en confinement, ne sachant pas quoi faire, se sont dit la même chose que moi: «Tiens, je vais aller faire de la bourse, ça a l'air d'être facile». Là, par contre, oui, là, ils ont eu raison. Les gens ont gagné des sommes folles en 2020. Des sommes vraiment hallucinantes. Lorsque j'entends des pourcentages, parce qu'il y a des gens qui ont été en bourse avec 4 000-5 000 €, enfin des un capital vraiment parfois ridicule, mais quand ils te sortent des pourcentages, jusqu'à 1000, honnêtement, je le crois. Je le crois parce qu'il y a des gens qui ont fait all-in non-stop en 2020. Évidemment, ce que je ne conseille pas, mais il y a des gens qui mettaient systématiquement la totalité du capital sur une action et vu que régulièrement et tous les jours, on avait des plus 40, plus 50 sur les small caps notamment, mais il y a des gens avec 5 000 €, oui, qui ont réussi à monter jusqu'à 100 000 € sans problème en 2020 et c'est tout à fait réalisable et c'est tout à fait vrai, hein. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? En général, La question! cet argent-là, je pense qu'il a été rendu au marché, Exactement, à un moment ou à un autre, exactement. ouais. Ouais, ouais. Le marché corrige toujours ses excès, Oswald, c'est une phrase que j'aime bien. Donc excès à la hausse, derrière excès à la baisse et en général, peu peu ont survécu et quelque part, c'est même une malchance de démarrer dans un marché comme ça parce qu'on croit tellement à tort que c'est facile et qu'on va devenir millionnaire et qu'on va pouvoir arrêter de travailler du jour au lendemain. Et ben, là, ils ont été déçus. Donc 2021, 1re couche, ah, ça se complique. On perd déjà une bonne partie de ce qu'on a gagné. 2022, on remet une couche et s'il y a encore quelques survivants, bah, 2023 les a finis. Voilà. Donc bravo à ceux, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, hein, qui ont réussi à survivre. Mais bravo à ceux qui sont encore là, parce que c'était vraiment extrêmement compliqué au final pour eux. Arriver à garder ces plus-values et à passer toutes ces 3 dernières années, chapeau, hein, chapeau à ceux qui ont réussi, hein, parce que là, en 3 ans, ils ont gagné sans exagérer, ils ont pris facilement, 10 ans d'expérience par rapport à moi. Parce qu'on avait moi entre 2010 et 2020, donc on a eu un marché, bien évidemment, pas qu'un marché haussier. On a connu le Brexit, on a connu la crise de l'endettement, on a connu la crise chinoise et cetera. Mais là, vraiment sur ces 3 dernières années, on a eu des extrêmes à tous les niveaux et en termes d'expérience pour les gens qui ont vécu ça, les gens qui vont survivre à tout ça derrière, j'ai envie de dire, ça va être compliqué qu'ils perdent pour moi parce qu'ils auront tout vécu quasiment. Tout vécu. En 3 ans, on a vécu un marché, je te dis, pour moi, d'une dizaine d'années sans problème, voire plus. J'ai vu des trucs que moi, je n'avais pas vu alors que ça faisait déjà depuis 2001 que j'étais là. Donc c'est quand même surréaliste, hein. Et donc du coup, quand tu as, avant de te lancer, à temps plein sur cette activité, quel genre de profession tu faisais avant? Alors, un domaine qui n'a Si tu rien à souhaites en voir. parler, hein, bien sûr, hein, je te Oui, il y a pas de secret. Je développais des photos. Donc, je travaillais, donc je n'ai aucune formation dans le domaine de la photo, hein. J'ai trouvé ça par intérim, puis après j'ai été embauché et donc j'ai travaillé pour les laboratoires Kodak en intérim de 96 à 2001 et de 2001 à 2007, oui, c'est ça, j'ai travaillé pour les laboratoires Fujifilm, tu vois? Donc j'ai pas été très loin, j'ai changé de boîte, c'est tout. Parce que, ben, Kodak a fermé. Fujifilm a tenu mais Fujifilm a fini par fermer et ils ont fermé à cause de quoi? Bah, un petit peu comme souvent, malheureusement la technologie, hein. On a beau dire que c'est bien, mais non, non, faut pas rêver, ça met quand même des gens au chômage et c'est compliqué. Donc bah, le numérique est arrivé. Les gens ne développaient plus les photos sur du papier et les laboratoires de photos, ben, fermés les uns après les autres. Voilà. Bah, c'est comme avec l'IA, l'arrivée de l'IA, qui fait Bien sûr. un gros bouleversement dans le côté professionnel, sur les architectes, et cetera. Genre, j'ai vu un truc sur les architectes, on va pas trop développer là-dessus, mais en gros, tu ton prompt, il te sort le fichier AutoCAD, quoi. Et c'est incroyable. Mais c'est un peu ce genre de problème. Tu sais, ils arrêtent pas de dire: «Ça va créer des nouveaux emplois». Oui, d'un côté, mais faut pas rêver, sur la totalité, il y aura des pertes d'emplois. La technologie fait des pertes d'emplois, donc on aura beau me dire l'inverse, non, c'est faux. Depuis des années, il y a des pertes d'emplois à cause de la technologie, il faut pas rêver et la l'IA fera exactement la même chose. Donc voilà, hein. Regarde le bon exemple, Oswald, vu qu'on ce qui nous permet de revenir dans le thème. Aujourd'hui, on trade contre qui sur les marchés financiers? Ouais, les algos, ouais. Bah, les algorithmes de trading. Moi, j'ai vu l'évolution, hein, depuis, le nombre d'années que je suis sur les marchés et je vois de plus en plus alors déjà, c'était beaucoup plus important aux États-Unis parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous forcément dans ce domaine.
Mais sur le marché d'Euronext, j'ai vu petit à petit les algos prendre de plus en plus de place et aujourd'hui, le premier acheteur et le premier vendeur sur chaque action, même si c'est une action illiquide, même s'il y a quasiment jamais d'échange tous les jours dessus, c'est un algorithme de trading. Et comment est-ce que tu le vois concrètement, toi, que c'est un algo qui a pris la relève sur l'action? Alors, c'est une bonne question. Il y a un moyen tout simple. Alors, à force avec le temps, je les reconnais tout de suite, hein, parce qu'en général, il y a aussi les quantités et cetera. Mais vous placez un ordre, vous vous mettez devant, alors général même quand il y a que un ou 2 ordres, c'est pas très grave. Vous vous placez devant et si l'ordre se décale dans le millième de seconde que vous avez posé le vôtre à la vente, vous pouvez être sûr que c'est un algo. Un humain n'est pas aussi rapide pour placer son ordre et en plus, lorsque vous le placez votre ordre d'achat ou de vente, hein, ça marche dans les 2 sens. Quand tu vois un ordre qui vient juste au-dessus de toi ou en dessous de toi en un millième de seconde, tu peux te dire: «Bah, c'est peut-être du hasard». Si tu as un doute, tu le refais une deuxième fois, tu rabaisses à nouveau ton ordre en repassant en dessous de l'ordre qui vient de se poser et tu verras que l'ordre se redéplace dans le millième de seconde à chaque fois que tu déplaces ton ordre. Ah, mais ça peut être que sur des actions vraiment illiquides. Ah! Tu alors tu peux le voir, oui, sur des actions liquides, donc ça, c'est un moyen de le voir. Mais de toute façon, tu en as partout, que ça soit sur des small, sur des mid et sur des big. Sur des big, c'est un peu plus dur à voir parce que le carnet d'ordre est plus chargé, mais sur des mid, tu as encore de la place, hein, Hmm. les carnets d'ordre sont pas souvent chargés. Tu fais la même manipulation, c'est pas le bon mot exactement, parce que c'est pas tu fais pas de la manipulation de marché, tu poses ton ordre. Mais tu poses ton ordre, tu verras que d'office, il y a un ordre qui va se placer devant toi en un millième de seconde. Il D'accord. y a qu'un algorithme de trading qui peut se placer aussi rapidement. C'est pas possible, un humain n'est pas aussi Et rapide. c'est parce que toi, tu te positionnes sur des niveaux qui sont beaucoup travaillés par les retail et tout ça, ou alors c'est parce que tu arrives dans un carnet et quand tu poses un ordre, tu peux te voir dedans? Oui, je peux me voir Ah, tu te dedans vois parce dedans, que d'accord, ok. je je travaille alors, j'utilise donc ProRealTime avec les carnets d'ordre sur 10 lignes, donc la plupart du temps, je me vois sur le carnet. Et parce que moi, j'utilise beaucoup les carnets d'ordre pour trader, donc j'ai plusieurs méthodes, plusieurs patterns, comme j'aime bien dire, et sur les carnets je fais des allers-retours sur les carnets d'ordre, donc sans regarder le graphique, uniquement au carnet d'ordre. Donc je sais en général où est l'algo, je sais combien il faut poser parce que tu as quand même un moyen de passer devant eux. Il y a que 2 moyens de passer devant eux. Soit tu casses le prix, ce qui n'est pas forcément intéressant évidemment, soit tu casses ta quantité. Donc régulièrement, je fractionne mes ordres pour être devant l'algo parce que sinon il me laisse pas passer. Mais en 2023, ça a été tellement compliqué, les volumes se sont tellement effondrés, bah, que l'algo, même en posant une quantité ridicule, ne te laisse même plus passer. Quand je dis quantité ridicule, je te parle de 100-150 €. Ils ne laissent plus rien passer. Les volumes sur les small se sont tellement effondrés qu'ils ne te laissent pas te poser. Parce que moi, là-bas, si tu veux, j'essaye pas de battre les algos, tu peux pas gagner contre eux. Donc moi, je fais du basique, je me pose sur eux et puis j'attends. J'attends de passer. Alors en général, ça se passait plutôt bien. Vu qu'en 2023, c'est c'est la guerre, bah, tu essayes de gratter un peu sur le prix pour passer avant eux parce que tu as tellement peu d'échanges que tu te dis: «Je dois pas rater la transaction, je dois pas rater la vente». Donc moi, je suis un petit peu plus agressif à ce moment-là. Je fractionne un peu plus mes prix, ça me coûte plus cher en courtage, mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce que sinon, bah, il y a que l'algo qui passe. L'algorithme de trading est là pour jouer sur le spread du carnet d'ordre. Il joue l'écart, tu vois, qu'il y a entre le premier achat, enfin le premier vendeur et le premier acheteur. C'est Donc ce qui l'intéresse. c'est les algos de trading haute fréquence, quoi. Ouais, 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 ok. ouais. Ok. Donc toi, Et c'est tu et de là-dessus. toute façon, tu en as systématiquement sur les bigs, hein. Alors sur les bigs, ça passe plus de manière plus transparente, mais tu as un autre moyen également de les voir. Les algorithmes de trading, ils s'enlèvent des carnets d'ordre à 17:29. Vous pourrez regarder, hein, sur vos carnets, vous prenez des mid et des small, mais même sur les bigs, c'est flagrant, hein. Vous attendez 17:29 et vous allez voir qu'à 17:29, les carnets d'ordre se vident. Ce sont tous les algorithmes de trading qui s'annulent, systématiquement. Et ils attendent la clôture pour se replacer, pour utiliser un autre type d'ordre d'algorithme, tu vois? Parce que les algorithmes de clôture ne sont pas les mêmes que les algorithmes en séance. Donc vous regarderez à 17:29 et vous allez voir comment le 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 carnet d'ordre se vide. C'est affolant, c'est affolant. Et le matin, vous avez également un autre moyen de voir que les algorithmes sont des petits joueurs, tu sais pas pourquoi, ils aiment bien s'amuser. Heu, donc moi je regarde les préouvertures, encore une fois avec ProRealTime et très souvent, quasiment tout le temps, tous les jours.
vous avez des gros décalages sur les bigs. Donc quand je dis des bigs, je parle de Total, des actions comme ça, des LVMH, et puis vous les voyez à -8, -9. Ces algorithmes qui s'amusent à balancer des ordres marché, je suis p alors pourquoi? Normalement, pour moi, c'est pour tester la profondeur du carnet. C'est aussi un moyen des fois d'attirer l'attention, tu vois, sur l'action, parce que du coup, elle apparaît dans le top en termes de préouverture et au dernier moment exactement, et au dernier moment, soit ils trouvent la contrepartie en face et ça revient à 0, soit ils annulent et ils font ça tous les jours. Tous les jours, tu as des bigs qui sont à -10, -15. Des fois, quand il y a vraiment personne, tu vois, genre des jours fériés, tout ça, j'ai vu des préouvertures sur des bigs à -40. Quand tu vois du total à -40, ça t'interpelle. Alors les gens aussitôt ils se disent: «Oh», alors c'est un moyen également parce que c'est des petits malins, c'est un moyen également d'attirer des acheteurs. C'est «naïf» hein, entre guillemets, mais des fois ça marche sur des actions un peu moins connues, un peu plus standards, si je puis dire comme ça. Mais quand tu vois du total à -40, tu te dis: «Tiens, je vais poser un ordre» et régulièrement sur les mids par exemple, ben, ils te font le coup, ils te font une ouverture à -10, -15, -30. Là, quand je parle de ça, c'est quand il y a pas de news, hein, spécifique, pas de news liées aux résultats ou des choses comme ça. Ils laissent les ordres d'achat arriver et puis au dernier moment, ils annulent leur ordre de vente et l'action qui était à -15, bah, elle se retrouve à +5. Et toi, qui n'as pas eu le temps d'annuler parce que ça a été annulé au dernier moment, tu te retrouves à payer +5 alors que tu voulais acheter à -15. Eh ouais, tu te fais gaper. C Ouais, 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 c'est vraiment la guerre, hein, avec les algorithmes de trading. Ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines, j'en vois tous les jours. ouais, J'en vois tous c'est les pas jours. pareil sur les futurs, c'est vrai que bon, bien sûr, on les voit aussi sur même sur le graphique, mais je veux dire, c'est pas, je pense pas que ce soit aussi impactant dans ton Non, trading que sur les exa actions. Ouais. parce que tu as quand même le nombre d'intervenants également Ah qui y bah, fait c'est pas pareil. et en 2023, j'ai vu des «modes» entre guillemets qui sont apparus que je ne voyais pas sur les small, parce que c'est pas des particuliers qui nous font ça, ils ont pas trop d'intérêt à faire ça. Mais régulièrement, sur des valeurs illiquides ou vides le matin, j'ai des personnes, enfin des algos qui vendent des 1, qui posent 1 en vente. Donc ça représente rien, sauf que le 1, bah, il fait faire -6 ou -7 à l'action parce qu'il y a personne. Résultat, ils peuvent payer à bas prix et toi, par exemple, quand on a 500, 600 ou 1000, bah, tu es bien content de te retrouver à -6, -7 alors qu'il y a que 1 en échange. Tu honnêtement, ça devrait être interdit par Euronext, c'est trop facile. Il y a un problème de liquidité parce Ouais, que c'est chaud ça, ouais, ouais, je connaissais pas ce truc. Ouais. spécifique à 2023, hein. 2023 a des spécificités que moi personnellement, j'ai jamais vues et ça, c'est une des spécificités de 2023 et d'un jour à l'autre, les volumes, c'est vraiment, j'ai un autre exemple en tête, une action qui s'appelle Logic Instruments, qui est détenue par Arcos, qui a des bons résultats, hein, qui est pas une daube comme j'aime bien le dire pour certaines actions, c'est pas une daube. Hier, il y a rien en termes de volume. Aujourd'hui, on se retrouve avec 75 000 actions échangées et demain, ça se trouve, on va se retrouver encore avec 100 de spécificité 2023 encore. Du jour au lendemain, les volumes, c'est tout ou rien et tu sais pas pourquoi et ça, c'est un problème parce que tu vois, il y a un gros manque de relais en termes de flux. Ce qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à porter nos trades et à porter des reliquats. C'est encore un des problèmes qu'on a et qu'on rencontre en 2023. Est-ce que tu as une vue sur les échanges qui peuvent être faits sur les actions hors marché? Oui, Ouais, oui, je l'ai également parce que de toute façon, ProRealTime, répertorie tous les «échanges hors marché» entre guillemets. Il y a une fonction pour ça et puis moi je regarde également. J'essaie de me tenir au courant ouais, c'est intéressant en ça. Ouais. en regardant sur Euronext et cetera et cetera. Il faut se tenir au courant, hein, de tout ça. Bah, là, par exemple, j'étais sur une autre action. Alors ça, forcément, ça va pas parler à tout le monde, mais je suis également les news. Forcément, c'est primordial. Tous les soirs et tous les matins, je regarde les news. Là, il y a eu une vente sur une action qui s'appelle Gascogne. Elle était à 3,20 €. Il y a eu 2 millions et quelques d'actions qui ont été vendues d'une société, à 4 €. Donc tu vois, bah, forcément aujourd'hui, échange à 4 €, elle était à 3,20 €, bah, elle a pris 10 ou 12 et avec du volume, alors qu'habituellement il y en a pas beaucoup. Donc tout ça je suis et j'en avais parce que c'est une action de toute façon que je fais régulièrement et que j'aime bien. Donc D'accord. Ouais, t'as un petit panier d'actions que oui, j'ai des actions que je suis en intraday tout le temps. Ce sont des actions qui me permettent, si tu veux, d'assurer une régularité dans mon trading parce que je fais des échanges en permanence. Quand je vois que ça ne fonctionne plus,
qu'elle est délaissée, voire qu'il y a un risque de faillite. Exemple, à une époque, je tradais beaucoup une action qui s'appelait Cellnovo, aujourd'hui qui a fait faillite. J'ai fait à une époque également beaucoup d'allers-retours sur Kindy. Kindy, pour ceux que ça ça doit parler à quelques personnes quand même, Kindy, c'était les chaussettes. Je sais pas si vous vous souvenez? Ça a été coté en bourse, faillite aussi, ça a disparu. Et j'ai eu beaucoup d'actions comme ça, où il y a des années, je sais pas, j'ai fait, 7 000 8 000 € de gains sur un an dessus et le lendemain l'année suivante, plus rien ou tout simplement faillite. Là, j'étais sur une action également, ben, The Blockchain Group, il y en a aussi à qui ça va parler. Là, elle est suspendue depuis plusieurs jours. En gros, c'est soit sauvetage, soit faillite, quoi. Et je suis des fois, je suis tombé, je suis sorti, j'ai eu des cas où je suis sorti la veille et le lendemain, ils annoncent qu'ils sont en redressement. Je sais que je traite des fois des actions extrêmement risquées, tu vois? Extrêmement volatiles. Maintenant, avant, je regardais pas trop les fondas. Maintenant, je regarde un peu plus parce que je me dis: «Il faut que je sache si je suis sur une action qui peut faire faillite demain». J'en ai pris une, hein, j'en ai pris une qui s'appelle Global Eco Power, celle-là, c'était raide, du jour au lendemain, suspension à midi. Le soir, une news qui sortent, je sais plus c'était les comptes qui étaient trafiqués, je l'ai plus en tête et le lendemain, bah, dépôt de bilan, directement. C'est Ouais, comme ça, l'histoire, elle est réglée, quoi. Et là, tu perds tout ton investissement dans l'action, là, quand ça arrive, ça. oui, D'accord. oui. J'ai une autre anecdote qui va parler aussi pour les gens qui traitent depuis plus longtemps. Il y avait une action qui était très à la mode à une époque qui s'appelait Lex Go Wets. Je sais plus, je crois qu'ils étaient dans les déploiements fibre, je sais plus, je vais pas dire une bêtise parce que je sais plus ce qu'ils faisaient. Donc il y avait des super résultats, tout le monde l'a donné à l'achat, elle était recommandée. Et un jour, il y a, un cabinet qui sort une étude dessus. Je sais plus si c'est le cabinet, bien connu là qui fait ça régulièrement au niveau des États-Unis, je l'ai plus en tête. Muddy Waters, c'est ça, il me semble? Je sais plus si c'est eux. Bref, ils sortent une étude en disant que les résultats sont pipotés, qu'en finale, il y a presque personne dans la boîte. En gros, que c'est une coquille vide, blablabla. L'action était à 28 €. J'en avais, j'en avais et à l'époque, j'avais déjà un salon, donc c'était sur Skype. Et les gens me demandent: «Qu'est-ce qu'on fait?» parce qu'ils en avaient aussi. Donc c'était pas moi qui avais donné l'achat, mais ils en avaient aussi parce que c'était l'action à la mode, donc tout le monde devait en tout le monde en avait. Bah, moi voilà, c'est toujours la même chose, hein, je raisonne toujours en termes de ratio gain-risque, bah, que tout le monde connaît, hein, le fameux risk reward. Et je me dis: «Bah, c'est simple, si c'est vrai quand même, on peut se prendre vraiment une perte, enfin on peut perdre la totalité du placement». Donc je dis: «Tant pis, moi je sors parce que si c'est vrai, l'action ne vaut plus rien dans l'absolu». Donc je préfère sortir et repayer plus tard si je me suis trompé, c'est pas gênant. L'action sera toujours là. Elle baisse, l'action est suspendue le soir et puis le lendemain, ils annoncent que c'était vrai et 3 jours après, l'action est pliée. Putain. Zéro, Et là, toi, t'étais 0. sorti. T'étais sorti, toi, du coup. J'étais sorti. Ah ouais, c'est. Cette notion, tu vois, je l'enseigne non-stop sur mon salon. Cette notion de ratio, bah, de risk reward qui est la base au final pour tout le monde. Dès l'instant que tu rentres sur une action, dès l'instant que tu as un doute, il faut toujours revenir à cette base. Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je dois rester ou pas? Et du coup, tu as la réponse à chaque fois à ta question. Les actions, il y en a plein et le marché sera toujours là demain, donc c'est clair qu'il faut pas. Voilà, si t'as un doute, faut pas se prendre la tête, quoi. J'ai eu la même chose sur Navia. Pareil, action bien connue à une époque, très à la mode. Ben, moi, j'ai toujours eu du mal à y croire. Ben, j'en ai parlé sur les réseaux, l'action était à 4 €. Ça n'a pas plu aux gens parce qu'il y avait une vraie secte sur Navia. Quand je dis une secte, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens qui y croyaient, qui étaient à fond dessus, qui me traitaient d'escroc. Bah, aujourd'hui, Navia a fait faillite. Voilà et la boîte n'existe plus. Tu vois? Donc c'est toujours la même chose. Ce fameux ratio gain-risque, reward. Voilà, il faut pas se faire des plans, sur la comète. Quand j'entends des gens qui achètent une action à 1 et qui te disent: «Normalement, ça doit valoir 100, elle va y aller, elle va y monter». C'est irréaliste. Il faut rester sur terre. La plupart des gens, ils perdent parce que dès l'instant qu'ils rentrent sur une action, ils ont un take profit trop haut. Fait que même si on fait du swing, même si on fait de l'investissement, tu peux pas te dire en rentrant: «Je suis à 2 €, l'action en vaut 100, c'est ce qu'elle vaut». Non, tu peux pas, c'est pas possible. Il y aura tellement de barrages et de résistance avant d'y aller. On peut pas fonctionner comme ça. Il faut d'abord sécuriser ton trade, prendre un take profit et là, oui, peut-être avec ton reliquat, mettons, tu vas tenter 100.
Et puis Mais il faut rester dans les règles. est-ce que l'action, en plus, elle a la valo nécessaire pour monter des fois aussi haut et tout ça aussi, c'est ça le truc? Peut-être t'as des gens qui ont aucune expertise là-dedans et qui mettent des take profits stratosphériques, alors qu'en fait, c'est techniquement pas possible qu'elle aille aussi haut, quoi. Je sais que l'investissement, c'est essayer de prédire ce que va valoir une action, enfin une entreprise dans le futur, mais moi je suis basique. Ce qui compte, c'est ce que le marché pense. C'est pas ce que toi tu penses, c'est ce que le marché pense. Donc en gros, ton avis, je vais être vulgaire, on s'en fout. Tu peux te le On s'en mettre. fout. Voilà, Voilà, c'est ça. ça ne sert à rien et bah, si j'ai un autre exemple en tête, j'ai plus le nom de l'action, c'était une action qui faisait des bornes électriques, j'ai plus le nom, c'est pas très grave. Sauf qu'à un moment, c'était très à la mode. Tu vois les, bah, voitures électriques et cetera. L'entreprise faisait zéro en chiffre d'affaires, donc zéro. Donc si tu veux la valoriser, ça ne vaut rien dans l'absolu. Sauf que voilà, l'action était à la mode, le marché y croyait, le marché espérait, parce que le marché aime rêver. Tu vois, dès l'instant qu'il se met à rêver sur une action, sur une entreprise, dès l'instant qu'il pense qu'elle va exploser, peu importe si c'est faux ou vrai, hein, c'est pas ça l'important. C'est ce que pense le marché. Bah, l'action qui ne faisait zéro en chiffre d'affaires, elle est montée à 100 €. Voilà. Alors qu'en en termes de valo, tu te doutes bien qu'à 100 €, c'était démentiel. C'était démentiel. On a vu la même chose sur Tesla, pour donner un plus gros exemple. Tesla, voilà et à un moment, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le marché s'est mis à rêver. Contre vents et marées, malgré ce que tout le monde pensait, malgré les résultats, et ben, on a vu ce qui s'est passé par la suite et tous les gens qui étaient short sur Tesla, bah, se sont fait découper. Voilà. C'est ça qui compte, hein, c'est ce que pense le marché à l'instant T et comment tu vois ce que pense le marché? Bah, tu regardes ton graphe. C'est ça. Et en parlant de regarder son graphe, toi, t'es passé par... comment est-ce que tu t'es éduqué dans les actions, dans le trading? Est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que tu t'es débrouillé tout seul? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, ouais, ouais, j'ai payé une formation parce que lorsque que j'ai voulu redémarrer en 2010, je me suis dit: «Bon mon gars, tu gagnes rien depuis 2001, va peut-être quand même falloir trouver une solution parce que c'est pas en faisant la même chose que tu vas t'en On sortir». met son ego de côté et puis on y va, quoi. Oui. Donc j'ai payé une formation et ce qui m'avait bien plu à l'époque, c'est que la personne faisait des analyses en temps réel, ce que personne ne faisait à cette époque-là. La plupart du temps, ils vous montrent un graphe avec un exemple parfait, donc forcément, bah, ils le choisissent, ça marche super bien là, hein. Donc j'ai payé cette formation-là parce que la personne m'avait convaincu. Formation, au final, que j'ai remodelée à 90 parce que je me suis aperçu qu'après ça marchait pas si bien que ça. Voilà, bon, bah, c'est un petit peu le problème souvent avec toutes les formations et puis j'ai lu des bouquins à côté. Je me suis dit: «Il faut quand même que tu apprennes les bases de l'analyse technique». Donc j'ai lu, bah, un livre que tout le monde doit connaître pour les férus d'analyse technique. Mon premier livre, ça a été «Secret pour gagner en bourse» de Stan Weinstein. Donc c'était la base. J'ai lu également Steve Nisson, alors vous excuserez mon accent anglais, hein, il est pas très beau. Les chandeliers japonais, parce qu'il me fallait quand même une base et puis voilà, j'ai lu également Elder, ce genre de livre-là et en mixant avec ma formation, bah, tu vois, j'ai commencé à développer, entre guillemets, pas ma propre méthode parce que ce que j'utilise, d'autres le font aussi. Mais voilà, j'ai essayé de commencer à chercher, à détecter ce qui fonctionnait bien, ce qui avait un taux de réussite important en termes de résultats. Je parle pas de taux de réussite tout court, hein, parce que pour moi le taux de réussite ne veut rien dire et n'a aucune importance. C'est pas ça qui compte. Donc j'ai commencé à regarder ça et puis, bah, comme je t'ai dit, petit à petit, bah, au début je gagnais, 10, 20, 30 € et puis, ça a monté de mois en mois, d'année en année. Parce que tu te doutes bien que quand je gagne 20 ou 30 € tous les mois, c'est pas avec ça que je vais en vivre. Mais ce qui compte, c'était la régularité. Je voulais arriver à gagner tous les mois. Il n'y a de performance que si elle dure, Oswald. C'est ce que j'aime bien répéter, rabâcher. Tout le monde sait gagner en bourse. On a tous fait des gros coups à un moment, on a tous gagné de l'argent. Tout le monde sait le faire. Mais peu de monde savent durer dans le temps. C'est ça le problème. Et c'est là que tu fais la différence. Parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi, hein. Il y en a qui ont gagné des sommes bien plus importantes que moi. J'en connais autour de moi. Mais moi, je suis encore là. Et pas eux. Et ouais, c'est ça. Parce que la différence, elle se fait dans la gestion de la perte. Ça aussi, c'est quelque chose que je rabâche non-stop. La différence, c'est la gestion de la perte. C'est là que vous arrivez vraiment à vous en sortir. Comme là, sur les 3 dernières années, bah, les gens qui ont pas réussi à gérer leurs pertes, les gens ont perdu tout ce qu'ils ont Ça gagné fait dézinguer. et voire ont perdu le capital. C'est dans le dur que tu fais la différence au final. C'est là, tu essayes de perdre peu,
et quand ça devient sur une période faste, bah, là, à ce moment-là, tu reviens dans ton trading standard où tu gagnes pas mal. Et l'instant que c'est compliqué, bah, c'est là, il faut diminuer ses pertes et attendre que ça soit mieux. Est-ce qu'il y a un trader mort ou vivant qui t'a vraiment marqué, influencé, qui t'a vraiment donné envie d'aller au bout? Bah, oui, en plus tu l'as interviewé il y a pas longtemps. Il y a, j'aime bien dire également que il y a des étapes, un peu comme quand tu passes ton permis de conduire. Tu passes différentes étapes dans ton apprentissage au niveau du trading et à moins d'être un dieu, à moins d'être né pour ça, ce que je ne suis pas, je ne pense pas, enfin ma femme me l'a pas dit en tout cas. Tu rencontres des personnes qui te font progresser et passer des étapes et moi j'ai rencontré des personnes, dont David Ronan, qui m'a fait franchir des étapes parce que David, je le connais depuis 2015. Il m'a fait franchir des étapes, notamment par exemple à l'époque, j'achetais que des supports. Moi par exemple, j'étais spécialisé dans essayer de choper le point bas. On dit souvent que c'est pas possible, mais moi c'est quelque chose où je me débrouille pas trop mal. Donc j'ai essayé d'attraper parce que je trouve qu'en termes de ratio, risque-reward encore une fois, c'est Petit ce qu'il y a de stop mieux. et gros TP, ouais. Ah ouais et donc c'est nickel. Aujourd'hui, tu vois, bah, les gens pourront regarder, par exemple, j'ai chopé Roche-Beaubois. Roche-Beaubois, j'ai réussi à avoir le point bas à 41 et quelques et à finir à 45. Ça, tu vois, c'est ce que j'adore. C'est peu risqué et c'est extrêmement rentable. Bah, David Ronan, il m'a dit: «Bah non, il y a aussi les breakouts que tu n'utilises pas». «Ah bon? C'est qu'est-ce donc?» Et puis, bah, je me suis intéressé aux breakouts et maintenant je les utilise aussi régulièrement. Tu vois, j'amène des briques à mon apprentissage, je franchis des étapes et j'ai rencontré également d'autres personnes comme ça, il y en a eu 4 ou 5 qui ont fait évoluer mon trading et dont David Renan fait partie. Il y avait une personne aujourd'hui qui est plus de ce monde malheureusement, qui est décédée depuis, qui m'a donné une des «pierres angulaires» entre guillemets de mon trading. Des fois c'est des trucs tout bêtes, hein, et ça m'a fait avancer. Les carnets d'ordre que j'utilise beaucoup, c'est une personne un jour avec qui j'ai échangé sur un forum, il m'a dit: «Tiens regarde moi je fais comme ça». Et aujourd'hui que je ne sais plus du tout, enfin je ne sais pas où elle est, ni ce qu'elle est devenue. J'ai vraiment parlé, juste 1 heure avec cette personne et tu vois, vu que ça m'a interpellé, bah, j'ai bossé sur le truc et après j'ai transféré ça sur ma méthode, enfin sur ma psychologie et derrière bah, ça a bien fonctionné parce que je le pratique encore et c'est vraiment ce qu'assure entre guillemets «ma régularité». Donc c'est vraiment ce que j'affectionne, faire des allers-retours au carnet d'ordre, voilà, alors des fois c'est long, hein. Des fois, t'attends pendant des jours, mais c'est vraiment, entre guillemets, «pas quelque chose de facile» parce que c'est jamais facile en termes de trading. Mais voilà, ça permet, tu vois, de faire la jonction entre les périodes fastes et les périodes compliquées, ces fameux allers-retours. Et mais du coup, quand tu parles d'aller-retour, toi, ton type de trading, est-ce que c'est comme David? Est-ce que tu as vraiment des positions swing très longues, voire même investissement? Et à côté, tu fais des allers-retours dans la journée ou est-ce que tu fais full aller-retour? Non, alors ça dépend, c'est selon la période. Tu vois, cette année, j'ai fait beaucoup d'allers-retours et très peu de swing. Je suis pas investisseur, hein, comme, David. J'essaye de faire du swing, mais vu que cette année a été compliquée, on n'a pas pu en garder beaucoup. Même si, bah, par exemple, si j'étais sur l'action parce que je la suis depuis des années, l'année qui a fait l'action qui a fait le plus gros trend en 2023, c'est une action qui s'appelle Memscap, qui est une middle et elle a fait 600 plus 650 je crois depuis son point bas et j'avais le point bas. Parce que je fais tellement d'allers-retours de toute façon qu'il y a un moment j'ai le point Tu le bas. chopes, ouais. Non, mais tu vois, vu que c'est pas j'ai beaucoup de mal à alors j'essaye toujours de garder un reliquat. Ce que j'aime bien faire, c'est fractionner mes ventes en 4 parce que j'aime bien prendre des TP aussi. Donc TP1, TP2, TP3 et j'essaye de garder le TP4 en reliquat en mode, swing, voire investisseur. Sauf que à chaque fois, je me prends soit le stop, soit je finis par sortir, soit parce que j'ai du mal à tenir. Il y a un retracement, c'est quelque chose psychologiquement, moi, qui me pose problème. Je devrais le faire. Tu vois, quand j'ai un bon point, par exemple, je pousse le raisonnement, je suis rentré à 1 €, l'action est à 3 €, elle revient à 2 €. Même si je suis rentré à 1, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à garder et à ne pas sortir avant. C'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler parce que, tu vois, c'est un peu la dernière pierre à vraiment pour devenir the super trader, tu vois? Pour monter encore un étage. J'avais également du Adosia. Ça aussi, ça a parlé aux gens qui font des actions. Adosia a eu un très gros trend cette année. L'action est partie, alors de mémoire, je donne les chiffres, hein, elle était à 3,60 et elle est montée quasiment jusqu'à 15 €.
J'ai payé les 3,60. Tu vois? J'ai payé les 3,60 et encore une fois, bah, j'ai pas gardé jusqu'en haut et tu te dis, faut vraiment que tu travailles là-dessus parce que là, en plus, à Docia, non seulement j'avais le point bas, mais elle n'a pas fait, réellement de gros retracements. Elle l'a donc tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu as foutu mon gars? Qu'est-ce que tu fais?» Tu utilises jamais, nous c'est chose qu'on fait beaucoup, trailer un petit peu ton stop loss ou, monter ton stop Si, loss? si, je le fais, mais c'est des choses, tu vois, que j'incorpore au fur et à mesure. Ça peut paraître, i entre guillemets, enfin, pas incroyable, plutôt idiot, on va dire, c'est plutôt ce mot-là. Parce que je fais ça depuis tellement d'années. C'est vrai que c'est quelque chose que je devrais utiliser plus souvent, mais il y a un moment, j'ai tellement été formaté, tu vois, à faire des trades courts, parce que c'était mon obsession de gagner régulièrement et la seule solution, c'est vraiment de maximiser ses allers-retours et d'en faire entre guillemets «le plus possible». Mais au final, ça m'a desservi. Parce qu'en 2020, par exemple, où j'ai fait 360 000 € de gains, non seulement je gardais très peu, alors qu'il y avait des trends de fou, et en plus, j'avais encore des tailles à l'époque, mes tailles standards, c'est-à-dire que toutes mes poses, c'était systématiquement et quasiment 5 000 €. J'avais 100 000 € de capital, je mettais que des poses de 5 000 € et j'ai fait 360 000 € comme ça. Imagine si j'avais eu un petit peu, enfin juste l'idée de garder un peu plus et d'augmenter les tailles. Ben, je pense que j'ai raté tout simplement l'année où je pouvais être millionnaire. Ouais, C'est tout, ouais, ouais. c'est tout. Ouais, bah, après Donc c'est une leçon, et et voilà, tu rajoutes à chaque fois des pierres et des choses sur ton trading. Mais du coup, bah, c'est des regrets. Donc aujourd'hui, oui, je me dis: «Il faut que je travaille là-dessus». Le stop suiveur et en plus, il y avait même pas besoin de mettre un stop suiveur, il y avait la moyenne mobile 7 qui a fait tout le trend, par exemple, sur ouais, donc Adosia. tu avais juste à la suivre, quoi. Ouais. Ben, voilà, voilà, mais bah, alors à chaque fois tu corriges, tu dis: «Bon, ben, il faut que je corrige ça» et ainsi de suite. Mon obsession, c'est d'essayer d'atteindre, pas le trading parfait, mais tu vois, déjà de pas avoir des regrets parce que la bourse, c'est le temple des regrets. Donc j'essaye de limiter au maximum parce que tous les jours, tu vois, je fais toujours un peu un petit bilan. Je regarde ma journée de trading et je me dis: «Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été mal fait? Est-ce que là, j'aurais pu faire mieux?» et ainsi de suite. Lorsqu'on va dire que voilà, je suis satisfait à 80-90 parce qu'on pourra jamais atteindre le 100, ça va, ça va. Mais quand je fais des journées où j'ai fait des erreurs entre guillemets «monumentales», bah, déjà, tu as du mal à t'en remettre psychologiquement, ça prend un petit peu de temps. Sachant qu'avec les années, je m'en remets entre guillemets «de plus en plus rapidement», parce qu'avant ça me prenait des jours, hein, pour accepter la perte que je venais de me prendre. Mais Aujourd'hui perte due à la connerie ou perte due au fait que c'est malheureusement, tu as fait ce qu'il fallait, mais le marché, était contre toi? et ben, voilà, tu le supportes différemment en fonction de ça. Et ouais, parce que, ouais, bon, on en parlera un La petit peu après. Ouais, donc c'est là que ça fait toute la différence. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'était le marché? Est-ce que c'était les 2? Donc tu réagis différemment en fonction de ça. Donc tu sais, aujourd'hui, en fait, je suis arrivé à un niveau à un point où je préfère tenter le trade, prendre une petite perte et ne pas avoir de regrets. Parce que vraiment, le temple des regrets, c'est vraiment dur à gérer et quand tu restes bloqué là-dedans, bah, tu avances pas au niveau de ton trading. Et du coup, c'est pour ça que toi, dans ton état d'esprit, c'est vraiment tu trouves une action qui est dans ton plan, dans ton setup, tu prends. C'est pour ça que je fais autant de trades au final. Et tu passes à peu près combien d'ordres par jour, hein? Bah, attends, je vais regarder aujourd'hui combien j'en ai fait. Le le graphe est sous les yeux. Aujourd'hui, ça a été une journée plutôt active parce que quoique, non, j'en ai fait 114 sur 2 gyros, 114 114 trades, aller-retour ou, juste aller, heu, des achats et des ventes. Des fois, j'ai encore l'action, des fois, je suis déjà sorti, donc 114. 114 achats et ventes. J'en ai à peu près la moitié sur, Interactive Broker parce que je duplique souvent mes ordres, donc tu peux en rajouter une cinquantaine. Voilà, ouais, j'ai fait 150-160 ordres aujourd'hui. À ma à ma grande époque, j'en faisais plus en 2020 notamment, c'était tous les jours quasiment 500. waouh, d'accord, et les courtiers, tu arrives à dealer un peu des frais de coup? Bah, Ouais. pour Realtime, oui, les tarifs sont négociés, bah, parce que, bah, avec des ordres autant d'ordres, oui. C'est pour Realtime qui a accepté parce que par contre négocier avec Interactive Broker, qui est leur broker derrière, c'est plus compliqué parce que si tu es pas un gros là, vu que c'est le broker numéro 1, au niveau mondial, ils s'en foutent un petit peu de toi, hein, à moins que tu pèses plusieurs millions et les autres, c'est compliqué. Le Giro par exemple, ils veulent pas négocier. Ils veulent pas, ils
Ils ont la même politique avec tout le monde, même si je passe beaucoup d'ordres. Ils sont à 2 € par trade, ils veulent pas quoi. De C'est toute pas façon pour sérieux eux ça. après c'est Non, pas c'est pas sérieux. À partir du moment où tu es un mec qui tient dans le temps, donc qui a un apport régulier d'argent pour eux, moi tous les courtiers, en tout cas tous les courtiers américains, tu les négocies les ordres, hein. Ça, c'est sûr, hein. après tu sais, je reste petit, hein, en termes de capital par contre, hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, en moyenne, j'ai eu pendant plusieurs années, là j'ai un peu plus, je suis à 150 000 je crois. Ouais c'est ça, mais pendant des années, c'est simple, hein, le capital de base c'était 100 000 € et je retirais tout ce qui dépassait de 100 000 €. Donc Et tu traites sans levier, hein, c'est ça, hein? Comment, alors avant j'ai été obligé d'utiliser le levier parce que j'avais un capital insuffisant quand j'ai démarré en 2010 parce que j'ai démarré avec 4 000 € hein. Donc c'est en SRD, c'est ça? exactement Ouais, et OK. après j'étais, j'avais emprunté au niveau de la banque, j'avais fait un financement, un prêt bancaire pour, raisons personnelles, j'avais emprunté 20 000 € et du coup, avec mes 4 000 € que j'avais déjà, bah, derrière je mettais du SRD, levier 3 pour que ça soit un peu plus intéressant. Donc parce que tu as pas le choix quand tu as que ça me faisait que 25 000 €, c'est pas suffisant pour en vivre en termes de trading. Bah, ou alors faut être, ouais, enfin surtout sur les actions. Parce que c'est vrai que sur les futurs, si tu as un truc qui tient la route, c'est possible, mais sur les actions, je pense que, ouais, c'est compliqué. Ouais, 50-60 000 c'est encore jouable. Bah, d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que derrière j'ai commencé à progresser. Avec mon 25 000 levier 3, c'était pas trop mal. Je trouve que la somme optimum, la somme intéressante, c'est 100 000. Avec 100 000, si tu te débrouilles bien, tu peux vivre du trading, contrairement à ce qu'on j'entends partout, où on te dit: «C'est pas suffisant, blablabla». Si, c'est suffisant. Il faut remettre les choses dans son contexte. Si vous faites 100 € par jour, ça fait 500 par semaine, ça fait 2 000 par mois. Je vous rappelle que le SMIC est aux alentours de 1 500, hein, j'ai plus le chiffre exact en tête. Il y a des gens qui vivent avec le SMIC. Alors c'est sûr, c'est pas la folie, c'est pas folichon. Si vous êtes professionnel, ça pose problème parce que forcément, vous avez de l'imposition là-dessus qui est plus importante. Mais il faut commencer par les bases. 100 € quand tu regardes, c'est pas déraisonnable tous les jours en bourse. Ça paraît pas inaccessible et pourtant, bah, quand tu regardes la plupart des gens, au final, ils ont du mal à le faire et on en revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Viser des TP irréalistes, viser le gros gain, ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut démarrer par étapes, il faut commencer petit, il faut commencer petit. Lorsqu'après vous aurez fait plusieurs mois, voire plusieurs années, là d'accord. Là, vous pourrez viser un peu plus gros, tenter un peu plus et ainsi de suite. Parce que derrière, faut pas oublier que tu dois te faire un petit matelas quand même quand tu veux vivre à la bourse. Parce que tu as les impôts déjà qui t'assomment. Donc pour la plupart des gens, sinon c'est quand même la flat tax qu'on a en France, hein, à savoir 30. 17,2, enfin la CSG-CRDS pour ceux qui ont un PEA, bah, qui est variable selon le temps de détention et cetera et cetera. Mais bon, voilà, et sinon, pour les gens qui sont professionnels, bah, là l'imposition c'est au minimum 50. Je dis il faut se remettre dans le contexte des gens, qui vivent enfin qui vont travailler en entreprise tout ça et cetera. Moi quand je travaillais à Kodak, c'était l'usine tout simplement Oswald, hein, faut pas se leurrer. On travaillait on était à la chaîne donc il y avait plusieurs chaînes, hein, le bain pour développer les négatifs, ce qu'ils appelaient le tirage, donc pour exposer le négatif sur le papier photo, développer le papier photo dans le noir et ainsi de suite. C'était à la chaîne. Donc moi j'ai travaillé en usine pendant au final quasiment 10 ans, donc bah, je sais ce que c'est que de gagner le SMIC et puis de travailler à la chaîne. Donc quand tu as travaillé comme ça pendant 10 ans à la chaîne, ben, tu as je vais dire entre guillemets, «tu as la valeur de l'argent». Donc 50 €, c'est 50 €. Quand tu les perds, ben, ça te fait chier. Est-ce que, tu as eu dans les démarrages, voire même, encore aujourd'hui, des moments où tu te sens un petit peu plus faible dans tes actions, au niveau psychologique et où tu peux être amené à «tilter» entre guillemets, tu sais, à Oh oui, péter un peu un câble et faire un peu n'importe oh quoi? oui. Ouais. Le problème, c'est quand tu fais du trading, au final, tu t'aperçois que même si tu as fait comme là, j'ai fait une bonne année en 2020, donc déjà, tu vois, ce qui m'a apporté un matelas. Donc ça m'a quand même rassuré à ce niveau-là. Mais tu t'aperçois qu'au final, bah, c'est un éternel recommencement et tu seras jamais tranquille. Moi, mon objectif, c'est d'avoir un capital d'1 million. Et je me pose la question au final, si un jour j'y arrive déjà, est-ce que je serai vraiment tranquille psychologiquement? Je commence à me poser la question. Au mois de septembre, donc déjà là, j'ai eu la planète 2023 comme je dis a été compliquée. À la fin du mois d'août, du jour au lendemain,
Donc on attendait la rentrée, également pour le marché au final, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un gros manque de volume pendant l'été. Donc j'attendais la rentrée et qu'est-ce qui s'est passé au final à la rentrée? Bah, du jour au lendemain, les CO qui étaient déjà pas énormément remplis sont devenus vides et moi j'étais investi à 80 sur tout un tas de small et là tu sais, parce qu'encore une fois je fais ça depuis des années, tu sais que ça va être compliqué, que tu dois te retrouver avec 90 de ton capital exposé. Il n'y a plus personne sur les carnets d'ordre et tu sais que tu vas galérer, que tu vas forcément sortir en perte. Ça m'a pris 3, quasiment 4 semaines pour, virer toutes les positions qui me posaient problème. Forcément en perte, ça m'a coûté 4 000 €, pour te donner la somme et derrière ça, en plus, j'ai eu la plus grosse perte sur une action depuis que je fais du trading. Donc psychologiquement, j'en ai pris un coup. J'ai même été voir un hypnothérapeute pour, arriver à passer et vraiment essayer de mieux réagir. Ouais, et parce que là, ça normalement, tu vois, quand la bourse est fermée, même si j'ai une perte, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon, j'arrive à passer. Là, je venais de prendre 4 000 € et en plus, j'ai pris 9, que je dise pas de bêtises, j'ai perdu 9 500 € sur une action. J'ai jamais perdu autant, aussi vite aussi, ça m'est jamais arrivé et j'ai jamais vu ce type de mouvement depuis que je fais du trading. Donc ça te fait dire que, bah, tu beau faire ça depuis 20 ans, ils arrivent encore à te surprendre, ils arrivent encore à t'avoir, ça te repousse, au niveau psychologique, ça te met pas bien, ça te met des doutes. Est-ce que tu es devenu mauvais? Est-ce que tu vas conti est-ce que le marché est mort? Est-ce que ça va rester comme ça? Les doutes reviennent et puis, bah, c'est la spirale, donc c'est pour ça que, toi j'ai essayé de trouver des aides extérieures parce que tu es seul, hein, devant ton trading. On peut échanger sur un Discord pour évacuer et cetera. Les gens comprennent parce qu'ils font la même chose que toi, mais toi tu vis et là, ben, tu trouves pas beaucoup de gens qui font vraiment comme toi, à savoir en vivent, à savoir que tu as ces doutes-là parce que, bah, tu plus de salaire. Comment tu fais pour payer tes factures? Bah, tu as peur. Tu te dis: «Est-ce que je vais tout revendre? Est-ce qu'il va falloir revendre, ma maison?» tout ça. Donc voilà, 9 500 € de perte, je te dis, je les ai récupérés depuis. Ça m'a pris «du temps» entre guillemets, même si je pensais que ça allait me prendre plus de temps, vu l'état du marché et psychologiquement, ça reste compliqué. Donc tu t'aperçois au final que, bah, tu es jamais à l'abri. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je sais que David est un peu plus optimiste que moi là-dessus, parce que lui, il a gagné des sommes plus importantes, il a un matelas plus important. Mais, moi, ça me met toujours le doute parce qu'en plus, faut pas oublier que les algorithmes de training prennent de plus en plus de place. Est-ce qu'un jour on arrivera encore à trader avec les algorithmes? Est-ce que 99 des échanges, ça sera plus que des algorithmes? Et nous, en tant que particuliers, est-ce qu'on pourra encore se placer à un moment? J'espère que oui, mais tu te doutes bien que ça te met le doute. Donc, c'est pour c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche d'atteindre mon objectif avant que ce soit la cata. Ah, faut que tu te files une deadline, une target, en termes de temps, quoi. Bah, tant que je vois que j'y arrive encore. Mmh mh. Mais tu vois, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que j'ai loupé ma chance en 2020. Parce que en vrai, enfin, en bourse, dès l'instant que tu as, entre guillemets, le un minimum de niveau et l'argent va à l'argent et en bourse, c'est extrêmement vrai. Quand j'entends le PDG de LVMH qui rachète 220 millions d'euros d'actions, et que les gens aussitôt se disent: «Oh bah, c'est un bon prix, patati machin, on va faire comme lui, on va le suivre». Non mais faut remettre les choses dans son contexte. Le gars a 190 milliards en termes de fortune. Il achète pour 220 millions d'actions. Même si LVMH décroche, qu'est-ce qu'il en a à faire? Il peut moyenner 10 fois, 20 fois. Quand tu es plus puissant que le marché, quand tu as plus de moyens, parce que, on peut imaginer le pire, mais ça reste quand même LVMH. Oui, voilà. On se doute bien qu'elle va pas aller à 200 C'est un €. mastodonte, hein, donc Voilà, mmh. elle a monté jusqu'à quasiment 20 en termes de valorisation sur le CAC. C'est l'action la plus importante du CAC 40. Le gars, au final, il s'en fiche. Donc quand tu as les moyens de tenir, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Je vais même pousser le raisonnement, là, je vais me faire des ennemis. Parlons de Warren Buffett. Tout le monde me rabâche avec Warren Buffett. Oui, oui, mais on va encore remettre les choses dans son contexte. Warren Buffett était déjà milliardaire en 86. En 1986. Il s'est pris le crack de 87 où il a perdu énormément. Sauf qu'après, il était toujours là parce qu'il était riche.
Même s'il a perdu 75, il reste 25, il était encore riche. Je rappelle quand même qu'il était là avant que tout explose. Il a vu internet, il a vu tout. Est-ce que quelqu'un qui va investir aujourd'hui comme Warren Buffett en 2023 fera les mêmes résultats dans les 20 prochaines années? Ah, mais de toute façon, tout n'est qu'une question d'opportunité, de chance. Il y a une part de chance aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Bien C'est sûr, un tout, la bourse. bah, bien sûr. Donc il faut alors tout le monde le prend comme exemple, oui, mais je suis désolé, il faut remettre les choses dans son contexte. Moi, ce que j'ai appris en 2010, aujourd'hui n'est plus forcément valable. Ça a évolué, ça a changé. Donc même si Warren Buffett en co parce qu'aujourd'hui la donne a changé de je dirais de cette manière. C'est parce qu'il s'appelle Warren Buffett. Quand Warren Buffett dit: «J'achète ça», il peut faire presque lui-même les mouvements. C'est comme quand Elon Musk il dit quelque chose ou il parle d'une crypto-monnaie. Elon Musk il a fait monter à lui tout seul. Tu vois? Il faut remettre les choses dans son contexte. Quand tu as le ce «pouvoir-là» entre guillemets, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Donc le gars, j'ai envie de dire maintenant, Warren Buffett, il n'y risque plus rien, il fait presque lui-même «les cours» entre guillemets. Regarde un dernier exemple, parce que j'ai trouvé ça quand même intéressant, Michael Burry. Michael Burry, pour les gens qui je pense que enfin, un petit rappel pour ceux qui ne savent pas qui c'est quand même le gars, qui a pris des positions short avant le crack de 2008. Sauf qu'il était un petit peu en avance au niveau de son timing, donc il a eu bien du mal à tenir ses Un petit positions, mais il peu l'a en fait. avance d'un an, hein, je crois, Il l'a fait. hein. Ouais. Il l'a fait, donc depuis tout le monde le prend pour the gourou. Il a refait la même enfin, il a retenté la même chose là, il y a quelques semaines. Mais l'exposition n'était pas aussi importante, même si ça représentait pas mal en termes de c'était un il était à 1 000 000 je sais plus combien, mais enfin en exposition, ça faisait 24 millions réellement. Il a quand même pris derrière sa perte, avec 40 de perte, c'est ce qu'on dit, hein, à peu près d'après les rumeurs. Tu te dis quand même que si ce gars-là, qui a tenu avant 2008, qui a prédit le crack de 2008, là il se plante, tu te dis dans l'absolu tout le monde peut se planter. On n'est pas des dieux, quel que soit son niveau, quelle que soit la personne, tout dépend ce qu'il avait déjà avant. Tu vois, il a perdu 40 de 26 millions, mais lui c'est pareil, il est déjà riche, ça change pas grand-chose. Moi aujourd'hui, j'ai que 150 enfin j'ai quand même un peu plus d'épargne de côté également, mais j'ai pas une somme folle. Tu vois, en bourse, j'avais 150-160 000, j'ai plus la somme exacte et voilà, je suis pas encore à l'abri d'un entre guillemets «d'un gros coup de Trafalgar». Je ne pense pas que je perdrai tout, mais l'autre fois les 9 500, bah, j'ai pas vu venir quand Ouais, même. ouais, Donc tu t'es pris un accident de marché, quoi. oui, erreur sur le money management, donc l'action a perdu 40 en 2 jours et aucune news, hein, c'est ça qui est drôle, hein. Aucune news. Il y a un gros qui était dessus. Je ne sais pas si c'était un fonds, mais c'est ce qui est sûr, c'est que c'était un gros. Il faisait les échanges à lui tout seul et je sais pas ce qu'il lui a pris, donc il lui a fait prendre 50. Il lui a fait perdre 40 en 2 jours. Il lui a fait reprendre 40 les 2 jours suivants. Il lui a fait reperdre 40 les jours d'après. Je comprends toujours pas l'intérêt ni la manip. Je aujourd'hui, là, il y a plus trop d'échanges. Elle est stable depuis plusieurs semaines et je ne sais pas ce que le gars a fait de toutes ses actions et qu'est-ce qu'il attend. Tu sais, J'en sais rien. la finance, c'est magouille et compagnie, donc qu'est-ce que tu veux? C'est Mais là, le mouvement m'a quand même, parce que tu vois, q j'ai dit tout à l'heure une phrase que j'aime bien. Le marché corrige toujours ses excès. Excès baissier, j'étais persuadé elle allait remonter. Persuadé. Du coup, j'ai moyenné. Je me suis retrouvé avec une position démesurée, parce que encore une fois, je suis pas contre les personnes qui moyennent. Ce n'est pas on n'arrête pas de dire dans les règles absolues, il ne faut jamais moyenner. Si on peut, mais dans des conditions bien précises, il faut le faire d'une manière bien spécifique. Donc j'ai moyenné. Forcément, en termes de money management, j'étais plus dans les clous, mais j'étais persuadé qu'elle allait remonter. J'ai dit: «Il faut que tu tiennes». Sauf que quand il arrive à moins 40, et ben là, tu as le doute. Tu as le doute parce que tu te dis: «Il va quand même vraiment loin là. Là, j'ai une grosse pause, à chaque fois que l'action baisse de 10 centimes, heu, moi je me retrouve à moins 1 000 à coût de moins 1 000 €. C'est tendu». Je me dis: «Il faut que je me fixe une limite. Il y a un moment, il faut» parce que je me dis: «Lui, elle est où sa limite? Il va aller jusqu'à où? Moins 50, moins 60?» Je sais pas, donc je me dis: «Il faut que je me fixe une limite». Évidemment, tu fais l'erreur que tout le monde fait, tu vends au plus bas, quasiment et les erreurs que je faisais à mes tout débuts, parce qu'aujourd'hui ça m'arrive quand même rarement. Tu attends, tu dis: «Ça va remonter», tu vends au plus bas et ça remonte.
Combien de personnes se sont fait avoir et se font encore avoir avec ça? Je pensais avoir passé cette étape-là. Et ben, au mois de septembre, elle est revenue. Mais des fois, ça nous fait du bien, hein, d'avoir un petit coup de rappel à l'ordre. Ouais, mais c'est ce que le derrière le temple d'Éroré parce que elle a remonté, tu vois? Donc mon analyse était juste, mais bah, le fait qu'avec ma taille qui était trop importante, j'ai pas pu tenir et derrière, en plus, il a même compliqué la tâche. Il y avait un versement de dividendes. Donc je me suis dit: «Est-ce qu'il y a une magouille avec le dividende?» Un dividende important, hein. Donc l'action pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'était quoi comme action, c'est Inelec Multimédia, vous irez voir le graphe, comme ça vous comprendrez. Il y avait un dividende. Normalement, dès l'instant que le dividende est versé, je parle sur les mid et small, c'est pas trop le cas sur les big, ça a plus tendance à être acheté. Ils vendent. Une fois qu'ils ont touché le dividende, ils vendent. Donc, il y a le dividende qui était versé en plus, la journée d'après, je me suis dit: «Purée, ça va empirer le phénomène». S'ils vendent en plus, avec la taille que j'ai, je dis: C'est pas possible». Je dis: «Je suis obligé de sortir». Et ben non. Après le dividende, il a fait remonter l'action. Bon, bah écoute, voilà, voilà. C'est Voilà, la bourse. là, je me suis dit: «Mais là, il y avait j'ai faux sur toute la ligne». Là, je me suis pris tout dans la vue et non, franchement, psychologiquement, celle-là, ça m'en a mis vraiment un coup, celle-là. C'était vraiment le coup 2023 et Et dans une journée classique de trading, t'as des signes qui te font, qui te disent qu'il faut que tu arrêtes, que tu ailles faire du sport ou j'en sais rien. Et vraiment qui te dit: «Il faut que tu quittes les écrans, sinon tu vas tout cramer, non, quoi». jamais. C'est-à-dire que tant à part celle-là où j'étais parce que de toute façon, il y a un moment, je finis toujours par couper. Si je vois que je peux plus m'en sortir, que je pense qu'il y a plus de solution et que j'arriverai pas à remonter la perte, quel que soit le montant de la perte, tu vois? Là, j'étais arrivé à 9 500, je coupe, je coupe et ça m'a toujours, toujours sauvé, toujours. J'avais du Dolphines, c'est pareil, les gens qui s'intéressent iront voir l'action. Dolphines, action qui est dans on va faire large, qui est dans le pétrole. Enfin, c'est pas exactement le pétrole, c'est plus la recherche. Bref, sauf que, ils ont mis des OCA dessus. Donc pour les gens qui ne connaissent pas les OCA, c'est une méthode de financement, à savoir qu'ils ont des a ils en échange donc bien évidemment de cash, ils émettent des actions à tire-larigot, à un fonds qui est spécialisé dans ce domaine-là, sauf qu'ils les ont à un prix plus bas que le marché. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont des actions l'action est à 1 €, eux, ils vont les avoir à 70 centimes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, dès qu'ils les ont, ils les vendent forcément parce que l'action est à 1 € alors qu'ils les ont à 70 centimes. Résultat, ça fait un afflux permanent d'actions sur le marché. Le fonds n'arrête pas de vendre pour toucher la différence et ça fait, ben, une action qui baisse en permanence. Il y a tout un tas d'actions, de valeur OCA sur la place d'Euronext, et ces actions-là ont perdu 99,9 de leur valeur et c'est même pire que ça parce que quand l'action est trop basse, ils font ce qu'ils appellent un regroupement et ils recommencent le jeu et on rebalance des actions. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une action en gros qui valait presque quasiment 2 millions d'euros et aujourd'hui qui est autour de zéro. Parce qu'Euronext autorise quand même jusqu'à 4 chiffres après la virgule, donc tu te retrouves avec des actions qui sont à 0,0002, alors qu'à une époque, eh ben, ça valait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros si tu tiens compte de la dilution. Donc schéma surréaliste, hein. J'avais cette action-là, là pareil, il y a une journée, elle décroche de 25 je crois. Je vends, donc je me retrouve encore avec une belle perte, je crois que je perds 4 000 € sur le coup et si j'avais pas aujourd'hui vendu, ben, c'est pas 4 000 € de perte que j'aurais, c'est 20 000 € de perte parce que j'avais une pause de 20 000 dessus. Donc tu vois, même si ça fait mal sur le moment, Ouais, ouais, non, même si c'est tu dur, réussi à préserver ton patrimoine. on on voit des petites solutions, il faut couper. Déjà ça vous enlève un poids «psychologique» entre guillemets parce qu'après il faut accepter la perte au niveau psychologique. Sur le moment, ben, c'est dur encore une fois, mais après quand tu regardes où est-ce qu'elle est, la seule fois où j'ai vraiment bah, que j'aurais pas dû couper, c'est sur le fameux cas d'Inelec Multimédia et l'erreur de base, elle vient d'où? Elle vient du money management. Parce que là, j'étais pas à 20 000 € hein, sur Inelec. Inelec, j'étais arrivé à 45 000 € en termes de taille. Donc tu comptes, ça fait quand même 45 de mon portefeuille sur une action, ce qui est totalement idiot en termes de money management. Après, je le fais parce que je fais ça depuis des années. Il m'arrive régulièrement d'avoir des tailles plus importantes, mais quand je suis sur mon salon Discord, en aucun cas, quand les gens me demandent mon avis, je leur dis: «Allez-y, mettez 20 de ça».
Là, je reprends les règles de base pour tous les gens qui sont sur mon serveur Discord. Quand je donne des tailles, quand je partage mes positions, tu vois, c'est 5 la plupart du temps maximum ou 2,5, sachant que 5 pour des gens qui sont en mode investisseur, on a tendance à dire que c'est déjà trop. 5, moi je leur dis: «C'est la taille standard que vous prenez habituellement». Donc si c'est 3 de votre portefeuille, c'est pas grave, vous prenez 3. Si c'est 2, c'est pas grave, vous prenez 2. Il faut garder juste votre taille standard, il faut garder votre money management. Par contre, je leur dis: «Si je prends 2,5, bah là, vous divisez votre taille standard habituelle par 2». C'est vraiment juste cette, notion de ratio qu'il faut garder. Et en aucun cas, je leur dis de mettre all-in. La seule fois et quand je dis de leur mettre plus, c'est arrivé dernièrement, c'est vraiment que je suis sûr à 150 du truc. Et on l'a fait sur Xmar. Xmar, il y a pas longtemps, a versé un dividende exceptionnel. Je leur ai dit, je vais mettre 25 000 € de mon portefeuille dessus et ça a payé. Ça a payé parce que l'action on a fait 30 de bénéfice dessus. Parce que j'étais vraiment sûr à 150. C'est la seule fois que je le fais, tu vois? Mais sinon, on reste dans ces règles de base. Parce qu'il suffit d'une fois où tu te retrouves avec une pause démesurée, bah, comme tous les gens qui faisaient all-in par exemple à une époque en 2020. Il suffit d'une fois et par exemple, ils se retrouvent sur Worldline le jour où elle fait un profit warning. Le lendemain, moins 50 à l'ouverture. Bah, c'est fini, tu ne passes pas par la case départ, tu peux laisser tomber le trading, c'est terminé. C'est ça, hein, de toute façon, les gens oublient toujours ce que c'est que money management. Le money management, tu dois survivre à tout. Et c'est les erreurs qu'on fait dans le money management et dans la gestion de ce risque qui font que tu perds. Tu perds tes Oui, comptes, quoi. Ouais, c'est sûr. oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, à côté du trading pour évacuer un peu la tension? Parce que mine de rien, on fait quand même une activité où tu es seul maître de tes actions. Si tu Mmh. perds, c'est de ta faute. Oui, Si tu gagnes, c'est grâce à toi. Est-ce qu'à oui. côté, tu as un défouloir, un truc sport ou autre qui te permette de... J'essaye de faire du renforcement musculaire, Ouais, 4 à 5 fois par semaine. Pour plusieurs raisons. Déjà, comme tu dis, pour évacuer, mais aussi parce qu'on reste assis toute la journée devant nos écrans et ouais, que c'est pas conseillé. Parce qu'à une époque, j'avais des douleurs partout. ouais. J'étais avec mes écrans, j'ai même été bloqué pendant 2 ans au niveau des cervicales. Donc je voulais plus que ça arrive. Donc je fais du renforcement musculaire, bah, pour que mon corps supporte mieux. J'ai acheté un bureau assis debout pour essayer d'alterner dans la journée les pauses assis Ouais. donc et debout. Et en plus, ben, je fais quand je peux soit du vélo. Normalement, j'essaye d'en faire 3 fois par semaine, mais là, en rentrant d'hiver, c'est fini. Donc maintenant, j'alterne avec le tapis de marche. J'essaye d'en faire 3 fois 45 minutes toutes les Ouais, semaines. David Ronan, il fait ça, je crois aussi. Ah, c'est moi qui lui en ai parlé. Ah ouais. Parce que et en plus, ben, parce que c'est important aussi pour ton cardio et tout ça. Ma femme étant infirmière, tu te doutes bien que et puis même si pour me vieillir et cetera, parce que je me dis: «C'est pas possible, tu as 40 ans, tu as déjà mal partout». Bah, il y a un truc qui va pas, quoi. Comment ça va être à 80 ans? Je sais que le fait que je me suis beaucoup énervé à une époque parce que, bah, je n'aime pas perdre, hein, je suis un mauvais perdant et puis ça me fait mal au cœur, il m'est arrivé de taper sur mon bureau et de défoncer mon bureau de colère, tu vois? Ouais. C'était dans l'absolu, c'est ridicule. Et bah, c'était le moyen de t'évacuer, tu vois? J'ai dragué des souris, des claviers, moi ça m'est arrivé, hein. Franchement. Ouais. Donc maintenant je le fais plus parce que le bureau coûte un certain prix. Ouais. J'ai des télés en termes d'écran, donc ça va me coûter aussi un certain prix, mais il y a si, hein, je crois que c'était l'année dernière, il la télé enfin, c'était même pas la bourse. La télé n'arrêtait pas de déconner, du coup, ça a coupé et j'ai raté des trades à cause de ça. Bon, bah, il y a un moment, ça m'a énervé, j'ai mis un coup de poing dans la télé et puis j'en ai racheté une. Dans l'absolu, c'est ridicule. Heureusement que c'était une télé à bas prix, mais c'était un moyen, si tu te doutes bien, de la changer au final parce que je dis: «C'est pas possible, je peux pas trader comme ça». Le matériel est aussi important que le trading. Donc j'ai une connexion fibre, j'ai, un environnement spécifique, j'ai ProRealTime, j'ai un abonnement premium et cetera. Donc pour optimiser tout ça. Tout est important dans ton trading, hein. Donc il faut rien tu te bats contre des algorithmes. Donc déjà, tu pars entre guillemets «perdant». Ils sont plus rapides que toi, ils ont pas d'émotion, donc ils ont déjà 2 avantages sur toi. Donc il faut optimiser tout ça. Et évidemment, par contre, c'est uniquement pour les gens qui en font comme moi, enfin qui en vivent. Pour des gens qui essayent juste d'avoir un reliquat à côté, il y a pas forcément besoin de tout ça. Même si c'est un plus, tu vois? En termes de confort, en termes de travail, c'est quand même plus enfin on aime avoir des bonnes conditions de travail, puis ça optimise quand même ton rendement et ta performance.
Et si tu avais un débutant en face de toi et que tu devais lui donner un conseil pour qu'il gagne quelques années? Mmh, bah, je lui dirais: «Apprends une méthode déjà». Je dirais: «Apprends une méthode avec la bonne personne». Alors, je vais encore me faire des ennemis. Hem, on va être réaliste Tu peux y aller, et hein, et tu peux y aller. et on va être réaliste. Aujourd'hui, pourquoi, il y a tant de personnes qui vendent des formations? C'est simple, hein, c'est parce qu'ils gagnent pas en bourse de manière régulière, c'est tout. C'est plus facile de vendre des formations. Alors du coup, on va me dire: «Bah, pourquoi t'en fais un toi?» Bah, c'est pas compliqué, je vais y répondre. Donc aujourd'hui, la majorité de mes revenus, c'est le trading, mais quand je fais un mois négatif, ce qui n'était avant, ce qui m'arrivait peu, mais là depuis 2-3 ans, j'en ai fait plusieurs, ben, tu es bien content d'avoir un complément à côté pour payer tes factures. Bien sûr. Voilà, Ouais, bien sûr. c'est tout. Donc moi j'ai fait ça pour diversifier mes revenus parce que je me dis: «Imagine» et j'ai eu le cas du coup je crois que c'était l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait 4 mois à 0. Ça ne m'était jamais arrivé. Mmh. Avant, ça m'était arrivé seulement en 2018 où j'avais fait un mois négatif. Sinon avant tous les mois, j'arrivais à sortir quelque chose. Là, je me prends 4 mois où je fais rien. Ah ouais quand même, je me eh ben, tu bien content d'avoir à côté un salon avec un système d'abonnement où Ouais, ouais. bah, ça te fait un complément. Voilà, tout Ouais, puis ça simplement. permet aussi d'avoir une espèce de communauté, de liens d'échange, etc. Donc ça aussi, c'est comme tu disais tout à l'heure en off, une petite équipe avec qui tu partages, etc. Donc c'est vrai que c'est On est une- plus fort à plusieurs. bien Parce que sûr. derrière, ce qui m'a apporté le salon, donc j'ai toute une équipe qui travaille avec moi, on voit plus de choses. Aujourd'hui, à chaque fois que des abonnés de mon salon me parlent d'un trade ou me demandent mon avis, donc je vais voir systématiquement le graphe. Je l'avais peut-être pas vu, le graphe me plaît, soit j'envoie en partage et je rentre en position avec eux parce que le graphe me plaît et ils m'ont donné l'idée. Un gros avantage supplémentaire. C'est à la base, le salon quand j'avais fait donc c'était, bah, pour raison financière bien évidemment, parce que je me dis: «Il faut quand même que j'alterne». Je me suis demandé si je devais pas vendre une formation, mais je voulais pas faire comme tout le monde et en plus je me suis dit: «Si je vends ma formation, est-ce que je me tire pas une balle dans le pied au final?» Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, les gens qui débutent, si vous ne tradez pas ou si vous êtes pas formé par quelqu'un qui est déjà sur les marchés de manière constante, parce que les gens qui y sont plus depuis des années, ça ne sert à rien. Il faut toujours garder le contact avec le marché. Tu sais, pour avoir le pouls, pour être dans le timing et cetera. Et en plus, si vous êtes formé par quelqu'un qui n'a jamais gagné en bourse, expliquez-moi par quel miracle vous allez vous-même gagner en bourse si lui n'y a pas réussi? Et puis alors Voilà. moi, le discours, tu peux être un très bon pédagogue, machin, moi j'y crois pas. Enfin, c'est une connerie, quoi. C'est du bullshit, ce discours, hein. Ouais, je sais qu'il y en a des gens que je connais que j'apprécie et qui défendent cet avis parce qu'ils disent que tu peux bah, ils me prennent souvent l'exemple, par exemple, du foot avec mon prénom et mon nom forcément, que soi-disant on peut être un bon entraîneur et un mauvais joueur de foot. Je sais pas, je reste perplexe parce que bon, Non, les entraîneurs, ils ont toujours une putain d'expérience dans le foot. Dans ce domaine-là, en tout cas, après, c'est mon avis perso, hein, mais je pense pas que ce soit faisable. Il te faut quelqu'un qui gagne tous les jours sur les marchés. Si tu veux être coaché et formé par quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui ramasse tous les jours, quoi. bah, Sinon, quel intérêt? Enfin, moi la formation que j'ai pris, comme je te l'ai dit, c'est parce que je voyais le gars qui tradait, enfin, qui tradait peut-être en démo, je me suis peut-être fait avoir, c'est fort possible, mais déjà je voyais quelqu'un qui faisait des analyses en live. Donc déjà, moi, ça m'a interpellé, parce que comme je te dis, la plupart des gens, quand tu prends des graphes avec des exemples bien précis et quasiment parfaits, parce que c'est surtout ça le problème. Les graphes ne sont jamais parfaits, il y a souvent du brouillard. Le marché brouille les pistes pour compliquer forcément la donne. Sinon, encore une fois, on serait tous chez nous à faire du trading, on serait tous millionnaires. Donc c'est plus compliqué. L'œil, comme on dit, pour avoir la bonne vision sur le graphe, bah, tu l'acquiers avec le temps, avec les années, à te bouffer du graphe, du graphe, du graphe et du graphe et tout le temps du graphe. Y a pas de secret, hein, par rapport à ça, hein. Y a pas de secret. C'est passer des heures et des heures et derrière, ben, pour former d'autres personnes, parce que moi j'aime bien coacher. C'est vrai, je trouve que c'est vraiment mon truc parce que y a un gros avantage à coacher. Donc toi, tu gagnes ta vie dans le trading, tu fais des gains et cetera, mais tu enlèves l'aspect psychologique qui te pose problème parce que c'est notre problème à tous. On se bat tous les jours pour rester dans sa méthode et avoir ce biais psychologique qui est un combat perpétuel. Et quand tu coaches quelqu'un d'autre, bah, tu prends que ta partie technique et tu n'as plus le problème psychologique. Parce que la personne, tu lui dis: «Voilà, stop, clôture, jour»,
tu attends ce prix-là, tu vises tel TP et tu n'as pas la pression, que tu as quand c'est toi. Tu n'as pas ce problème psychologique. Donc j'ai envie de dire, entre guillemets, «c'est un peu plus facile». Moi, c'est ce que je fais sur mon salon. Même tu sais, pour quelqu'un comme toi qui a déjà une expertise et qui gagne sur les marchés régulièrement et tout, ça peut être que renforcer, cimenter ce que tu sais déjà, tu sais, de le transmettre à quelqu'un, ça peut encore plus se cimenter aussi chez toi, quoi. Oui. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime bien, comme tout à l'heure, j'avais parlé de Navia, heu, alors encore une fois, il y avait 2 personnes ou 3 personnes qui étaient en position sur Navia dans mon salon. Ils me demandent ce que j'en pense, ils me demandent quel prix ils peuvent viser. Donc je leur donne le TP est touché et derrière ils me disent, qu'est-ce que bah, on en revient à la problème de tout à l'heure de Let's Go West où ils se sont posés la question parce qu'il y avait quelques ragots qui commençaient à sortir. Je leur dis encore la même chose: «Si c'était moi, je sors de l'action et j'y retourne pas». Ils sont sortis de l'action. Derrière, après, elle fait faillite. Tu te doutes bien que pour moi, c'est quand même une très, très grande satisfaction. Autant pour eux, quand j'arrive à sauver quelques personnes comme ça, où j'ai également des gens qui étaient à moins 45 sur une action et que encore une fois, ils me demandent mon avis. Je leur dis: «Si c'était moi, je moyenne là, j'attends ce signal-là». Ils le font. Derrière, l'action s'envole, ils récupèrent leur prou en ayant moyenné et ils sortent même quasiment en plus-value. Ah, tu te doutes que derrière, pour toi, tu te la racontes pas, mais tu es quand même super fier d'avoir aidé le gars. Tu peux pas faire des miracles à chaque fois et quand j'arrive à faire ça, ça c'est vraiment mon entre guillemets «mon grand plaisir» par contre que j'ai trouvé sur le salon. Quand j'arrive à dépanner des gens et les sortir de la panade, alors encore une fois, on peut pas toujours faire des miracles, hein, des fois c'est trop loin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que des fois, je peux te dire qu'il y a des gens qui arrivent, ils me montrent leur portefeuille en privé, ils me demandent ce que j'en pense et qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, c'est raide, hein, tu vois tu vois déjà des gros portefeuilles avec plein d'actions à -50, -60. Tu te dis: «Bon, là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué». Là, tu te dis, et il y en a beaucoup, hein. On croirait pas, mais il y en a plus qu'on le croit quand même, hein. Donc Des particuliers qui ont des beaux ouais, portefeuilles, tu vois? des Ouais. grosses positions en Mmh. moins-value latente et certains ont le fameux adage: «Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu». Ouais. C'est une connerie monumentale cet adage. C'est une connerie monumentale. C'est b j'ai l'exemple d'une personne, elle était sur NJ. Il a appliqué cet adage. Alors il a récupéré son argent, sauf qu'il a été bloqué pendant 10 ans. Et ouais. C'est quoi l'intérêt au Les final? liquidités bloquées pendant 10 ans, ça sert à rien, c'est clair. Ça sert à rien. Ouais. Votre capital, il est là pour travailler. Alors oui, on peut faire de l'investissement et des fois et même très souvent, la plupart du temps, une action, ça n'avance pas. Les trends se font toujours sur une courte période et on va dire, je sais pas, 70 du temps, soit l'action est en range ou en retracement, elle ne fait rien. Donc en gros, ben, là, comme tu regardes LVMH, par exemple, tu regardes il y a 2 mois, c'était le même prix il y a 2 mois. Donc ça fait 2 mois au final que l'action vivote. Donc bah, si tu bloques ton capital, tu n'avances pas. Et il y a un moment, il faut quand même prendre une décision. Quand tu as une action à moins, il faut toujours cette notion de stop max mental, hein, ou pas, hein, enfin Ouais, fixe ou ouais. mental, au Mmh. choix. Mais il y a un moment, il faut te poser la question: «Est-ce que c'est rentable de garder aussi longtemps et avec une telle moins-value?» C'est là qu'on se diffère avec David. David le fait lui. David, il garde. Même une action en grosse moins-value, tant qu'il y croit encore, tant que les fondas sont beaux, il va garder. Alors déjà, il a plus en termes de capital, c'est plus important que moi, donc lui, il peut, Il est en mais mode moi, je ne peux investissement, pas. ouais. Vraiment, Voilà, ouais. moi, je ne peux pas. C'est impossible pour moi de garder une grosse action en moins-value latente. Je n'y arrive pas, je peux pas. Psychologiquement, je suis pas bien. Dès que j'ouvre l'écran, c'est je dis: «Non, ça va pas, il faut que mon capital avance tous les jours, moi, Oswald». C'est vrai. Mon objectif au final, quand je regarde la bourse, c'est d'être vert tous les jours. Que ce soit de 50, 100, je m'en fiche, mais mon objectif, c'est d'essayer d'être vert tous les jours. Tous les jours. Est-ce que tu Et t'es quand je déjà le suis pas, ça m'énerve. est-ce que tu t'es déjà un petit peu, essayé aux indices, tout ça, ou t'es vraiment Oui. resté ouais? Non, 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 j'ai tout testé. J'étais sur les indices, j'étais sur le forex, parce que, ben, je me suis dit, «Faut rajouter d'autres supports pour être un peu plus diversifié» et ben, je suis pas terrible. Ouais, mais attention, c'était il y a combien de temps? Parce que peut-être que maintenant, avec l'expérience que tu as, peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, tu as emmagasiné quand même une expérience, parce que le trading, c'est avant tout une expérience psychologique. Et peut-être que si tu testais un petit peu, peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire, hein. Enfin bon, bref. En tout cas,
Je fais: «Ah ouais, tu vois, regarde là, je regardais le BTC». Donc je suis alors attention là, je vais vraiment me faire beaucoup d'ennemis encore. Je remets pas la technologie des cryptos et ça, blockchain, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment purement au trading. Donc moi, tout ce qui était trading chez Binance, tout ça, j'étais contre à mort parce que j'ai aucune confiance, quelle que soit la station. Puis on a vu tout un tas de soucis, hein, par la suite avec le numéro 2 et cetera, qui est parti avec la caisse. Enfin, on va pas revenir sur tout ça. Et par contre, quand je regarde le graphe du BTC, je me dis qu'avec le recul, en termes d'analyse technique, il est quand même propre. Et je me dis: «Bah, pourquoi pas essayer de trouver un produit dérivé au final, et pour le jouer, ça va pas me changer grand chose. Je vais pas faire des allers-retours intraday ni quoi que ce enfin du pur intraday dessus, parce que je trouve que malgré ce qu'on dit qu'il soit volatile, en regardant le graphe, je trouve que c'est plus intéressant au final de le garder en swing. Il est propre, donc tu vois, je suis pas fermé. Dès l'instant que je peux améliorer ou apporter encore des choses à mon trading, je vais le faire. Et l'autre fois, c'est en regardant j'ai eu la même réaction en regardant le gold. Le gold, j'avais regardé il y a quelques années. Ce qu'il a changé, faudrait que je regarde un peu plus, mais là, je trouve que, sur les derniers mois, voire, 1 an, 2 ans. Toi, t'es sur Twitter, toi, principalement, comme réseau? Oui, uniquement Twitter parce que comme, j'aime le répéter, je suis pas influenceur, je suis avant tout trader. Ouais. Donc, je passe la plupart de mon temps sur mon salon Discord avec les gens et puis surtout à trader, quoi. On mettra ton Twitter pour ceux qui veulent aller voir un petit peu dans la description. Et puis ouais, bah super échange, moi j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Plaisir partagé, comme je t'ai dit tout à l'heure, Oswald. Eh ben écoute, merci infiniment et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, bien sûr, hein, à mettre un petit like, un petit commentaire et à nous rejoindre sur le Discord. Allez, ciao ciao tout le monde. À bientôt.